Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo un peu spéciale pour vous parler un peu de la dernière année qu'on a vécue en tant que nouveau parent avec notre fille Yara. Et cette vidéo, en fait, va expliquer un peu le pourquoi on n'a pas filmé beaucoup cette année et pourquoi ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas filmé du tout. Donc, Puis, guys, on a longtemps débattu, Rima et moi, est-ce qu'on sort cette vidéo-là, est-ce qu'on l'a fait même et tout. Puis, on a réalisé que c'était important de le sortir. oui, et la raison pourquoi on a décidé de le faire, ou les raisons, c'est qu'en premier lieu, on a vécu quand même une année très difficile et à travers notre expérience, on a vu que quelque chose qui était difficile à vivre pour nous, c'était le sentiment d'isolement, de ne pas avoir de gens qui pouvaient vraiment comprendre ce qu'on vivait et qu'il n'y avait personne pour nous conseiller, nous guider, tu sais. Donc, et ça, c'est dû au fait qu'on ne va pas se mentir, dans nos communautés, il y a beaucoup de trucs, surtout les affaires difficiles, on les garde en famille, on n'en parle pas, ou c'est des trucs qui sont tabous. Donc, juste culturellement, c'est comme ça. Et nous, on a vécu, genre, le revers de ça, c'est le fait de ne pas avoir d'espace pour pouvoir en discuter et pouvoir connecter avec des gens qui te comprennent à 100% qu'est-ce que tu vis. Donc ça, c'était la plus grosse raison. Puis le deuxième truc également, c'est qu'à travers notre expérience, les gens autour de nous qui savaient qu'est-ce qu'on était en train de vivre, on a une personne qui est proche de nous qui a été en mesure de voir notre expérience avec notre fille et des symptômes chez notre fille et qui a pu en faire part avec un membre de sa famille qui avait un enfant qui avait des trucs un peu similaires. Et grâce à ça, ils ont pu avoir un bon diagnostic. Donc, c'est juste venu confirmer encore plus l'importance de faire la vidéo. Ouais, la vidéo. Donc, on y va? Ouais, on y va. Alors, guys, je voulais savoir, Rima va beaucoup plus parler que moi parce qu'elle est mieux dans le storytelling, mais non seulement ça, elle se rappelle plus des détails que moi. Ouais, l'ordre chronologique des... Ouais, l'ordre parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ah oui, vraiment. Donc, alors, t'es prête pour en parler? Ouais. OK. Donc, tout commence une fois que notre fille vient au monde, le 20 juin 2021, dernier, l'enfant. Donc, peu de temps après, comme vous savez, Yara a été hospitalisée pour une bronchiolite due au virus syncytial quand elle avait un peu plus qu'une semaine. Donc, elle a passé une semaine à l'hôpital sous oxygène. Puis, quand on est sorti de l'hôpital, on était vraiment contents. On se disait que finalement, on allait pouvoir rentrer à la maison puis commencer à vivre notre vie en tant que nouvelle famille de trois. Malheureusement, pour nous, ça a été le début des problèmes parce qu'on rentre à la maison et très rapidement, on voit que Yara commence à boire de moins en moins. C'était le premier symptôme. Donc, à l'hôpital, sous oxygène, elle pouvait boire comme 100 ml aux 3 heures. Et là, en quelques jours, elle commence à boire de moins en moins jusqu'à temps qu'elle boit peut-être du 40 ml, 40-50 ml aux 3-4 heures, sinon plus des fois. Et elle faisait un bruit, on a découvert qu'on appelle ça un stridor. Donc elle avait des difficultés respiratoires, elle sifflait, elle faisait comme ça quand elle respirait, puis, surtout après les boires. Donc on avait un suivi à l'hôpital après l'hospitalisation. Puis ils nous disent que non, c'est peut-être des petites conséquences de la bronchiolite, que ça va partir rapidement, mais c'est pas le cas. Donc, dans le prochain mois qui a suivi, on a été à l'hôpital une dizaine de fois au moins, à 2 hôpitaux différents pour enfants. Et à chaque fois, on nous disait qu'il n'y avait pas de problème, que sa saturation était belle, puis que c'était peut-être juste du reflux. Il y a même un docteur avec qui j'ai argumenté, parce que j'ai dit, je connais beaucoup d'enfants qui font du reflux, mais j'ai jamais entendu un enfant qui siffle comme Yara sifflait. Mais avec attitude, on me répond que... Ouais, vraiment, ça, je suis désolé, il fallait que je le dise qu'il avait beaucoup d'attitude, puis il était extrêmement baveux, là, ça. Ouais, c'est ça. En fait, l'approche qu'on a eue beaucoup à l'hôpital, c'était très dismissive. Non, il n'y a rien. Ils nous prenaient comme des nouveaux parents qui étaient juste anxieux, quand clairement, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais on était comme désemparés, on ne savait pas quoi faire. Donc, je passais des heures à lire en ligne. On pensait même qu'elle avait... Au début, on se disait peut-être qu'elle avait une intolérance ou une allergie au lait. Mais non, c'était pas... On a changé le lait. On a vraiment tout essayé ce qu'on pouvait faire à la maison. Puis, ça ne faisait qu'empirer. Donc, ça a duré un peu plus qu'un mois, jusqu'au jour où Yara arrête complètement de respirer. Un jour, j'appelle les ambulances et
Dieu merci, elle a repris sa respiration, mais on nous emmène à l'hôpital et donc il ausculte et tout. À part peut-être un petit sifflement au cœur, il disait qu'elle avait un petit souffle au cœur qui était banal. À part ça, ils ont dit qu'elle n'a aucun problème. Et c'est à ce moment-là que je m'effondre, puis que je dis que je ne quitte pas l'hôpital tant et aussi longtemps qu'ils ne font pas des tests. Parce que je savais jusqu'à dans mon âme qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Finalement, on lui fait une radiographie et une prise de sang. Et on nous dit que non, tout est correct. On nous avait prescrit auparavant des médicaments contre le reflux. Ils changent la médication et on nous renvoie à la maison. Le lendemain matin, l'hôpital nous appelle et nous disent que finalement, ils ont vu quelque chose avec le cœur. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'avaient pas vu la veille, mais ils ont vu quelque chose avec son cœur et on nous dit de rentrer à l'hôpital en cardiologie. À ce moment-là, on est complètement... désemparés. Ouais, complètement. On n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, on va à l'hôpital et après une longue échographie, on va à la cardiologue et elle nous explique qu'en fait, Yara a une malformation cardiaque. Et la cardiologue dit qu'elle pense que c'est cette malformation qui cause ses problèmes respiratoires et ses problèmes alimentaires. Elle nous dit qu'on va avoir un appel de l'hôpital dans la semaine qui suit pour pouvoir rentrer faire un scan. On rentre à la maison, toujours vraiment dans tous nos états. Bouleversé et tout, puis notre cerveau est en train de... On ne sait pas quoi penser. Alors, exactement. On ne sait pas quoi penser. Puis, en attendant ce scan qu'on était supposé faire, 2 jours après, Yara recommence à arrêter de respirer, mais là, elle fait des pauses respiratoires, plusieurs pauses respiratoires. Donc, on prend l'auto, on va directement à l'hôpital au milieu de la nuit. Et à ce moment-là, ils nous hospitalisent. Ils disent non, il y a clairement quelque chose, on va faire plus de tests. Donc, le lendemain matin, ils finissent par faire le scan. Et ils décident en même temps de faire un autre examen où ils descendent une caméra dans son nez jusqu'à son larynx pour voir un peu au niveau supérieur s'il y a quelque chose. Donc, on a les résultats des 2 examens et ça s'avère qu'il y aura par-dessus la première malformation cardiaque qu'elle a. Ils découvrent qu'elle a une 2e malformation cardiaque et également une malformation du larynx qu'ils ont découvert en descendant la caméra. Et ils nous disent qu'en fait, c'est la malformation du larynx qui cause son stridor et ses problèmes alimentaires. Le docteur Honorel nous explique que lorsque l'enfant n'arrive pas à respirer comme il faut, entre respirer et boire, ils vont toujours préférer respirer. Donc, c'est la raison pourquoi elle avait énormément de difficultés à boire, même si elle avait faim. Donc, à ce moment-là, pour de vrai, on est dans un tsunami d'émotions. On a plein de suivis à l'hôpital par la suite, dans les mois qui suivent. Mais 1 mois après ça, on avait notre suivi avec la cardiologue qui nous avait dit qu'elle avait la première malformation cardiaque. Dans le fond, c'était un rendez-vous de suivi très tôt le matin. Et en arrivant à l'hôpital, ils font des examens et tout. Et tout en fait, tout prend turn left, comme on dit. Parce qu'ils pensent que Yara est en train de faire, à ce moment-là, ils pensaient que Yara est en train de faire la forme la plus grave d'arythmie et qu'elle allait avoir une crise cardiaque. Donc, on nous envoie en réanimation, ils l'amènent en réanimation. Donc, c'était une journée vraiment, vraiment que je peux pas mettre en mots ce qu'on a vécu, mais Dieu merci, c'était rien. C'était pas le cas. C'était pas le cas. Puis ça c'est un autre story time à part parce que c'était une journée wow, vraiment assez intense. Là. Assez intense. Donc après ça, comme j'ai dit, on a des suivis à l'hôpital tout le temps pour ces 2 malformations cardiaques puis sa malformation du larynx. Et ça a été des mois très difficiles. Surtout que pendant toute cette période de temps, vous devez comprendre qu'on nous apprend que notre fille elle a des problèmes clairement respiratoires, cardiaques, donc on est isolé. Donc nos familles, même s'ils voulaient nous aider vraiment physiquement, être là avec nous, ils ne pouvaient pas vraiment parce qu'on évitait qu'elle ait des contacts avec d'autres personnes par peur qu'elle attrape la COVID ou un autre virus ou quoi que ce soit. Pendant presque 6 mois de temps, on n'a pratiquement pas vu nos familles. Ils n'ont pas pu être là pour nous aider à s'ajuster. De 1, à devenir des nouveaux parents et de 2, avec toutes les problématiques qu'on avait par rapport à la santé de Yara. Donc, on a vraiment dû compter l'un sur l'autre et être là pour notre fille. Et c'était difficile parce que
Elle dormait pas la nuit, elle avait beaucoup de difficultés respiratoires, elle buvait pas. Donc, c'était vraiment un amalgame de problèmes et de stress. Et à travers toute cette période de temps-là, en fait, moi, j'avais commencé un programme de coaching, quelque chose qui était très important pour moi. Et on savait déjà qu'elle avait... On avait déjà les diagnostics avant que je commence, mais on a pris la décision que j'allais quand même le faire parce que c'est quelque chose qui était très important. Mais c'était vraiment difficile à gérer avec tout le reste. Finalement, l'état de Yara s'est pas amélioré pendant quand même plusieurs mois. Puis, le plus difficile là-dedans pour moi, c'était même pas les malformations cardiaques. Vraiment, c'était sa malformation du larynx parce que c'était celui qu'au quotidien, jour après jour, c'est celui qui était le plus problématique physiquement. Et parce que tu l'entendais. Tu l'entendais et tu devais vivre avec le fait que ton enfant, à chaque 3 heures, je faisais de l'anxiété parce qu'on se battait pour se demander si elle allait réussir à boire. Et des fois, Yara pouvait passer des 10-12 heures sans boire quoi que ce soit. Donc, c'est celui qui, moi, en tout cas, m'a amené le plus de stress au quotidien. Puis ce qui faisait le plus mal, honnêtement, là-dedans, comme Rima disait aussi, c'est le fait que c'est celui-là où elle avait de la difficulté à respirer, puis Rima avait fait le son. Mais ce n'est qu'un bébé. Elle n'a aucune idée. Fait que pendant qu'elle ne respire comme ça, elle est en train de sourire. Oui. Elle est née de telle façon que... Elle n'a jamais su. Elle n'a jamais su. C'est normal. C'est quelque chose de normal comme ça. Fait que ça faisait vraiment mal. Ouais, ça faisait mal à voir. Et donc, finalement, et chaque malformation, j'avais oublié de le dire, avait un risque de devoir subir une opération. Donc, on avait ça aussi par-dessus notre tête de ne pas savoir qu'est-ce qui allait en être. Finalement, Yara, le 12 avril dernier, elle a dû subir une opération cardiaque pour sa première malformation cardiaque. Et donc, à ce moment-là, on nous dit que, en fait, c'était inévitable, elle devait le faire. Puis, on nous explique qu'une fois qu'elle allait sortir de l'opération, que Yara allait être sous sédatif, beaucoup de sédatifs, donc qu'au moins pendant la nuit ou jusqu'au lendemain, qu'elle allait être pratiquement endormie. Mais quand on est arrivé aux soins intensifs pour la voir tout de suite après l'opération, Yara, elle n'était clairement pas endormie, elle agonisait. Elle hurlait, elle pleurait, elle se débattait, elle bougeait. Donc, et elle avait des intraveineuses sur les 2 mains, sur un de ses pieds. Elle avait une ligne centrale. Elle avait un drain, un tuyau qui sortait de son thorax, qui allait jusqu'au poumon, proche des poumons. Et elle était vraiment pas bien. Puis ça, elle a souffert pendant 6 heures. 6 heures consécutifs. Là, ouais, presque 6 heures. Dans le fond, ils ont un protocole parce que c'était une opération majeure et une opération qui était quand même très douloureuse de comment ils nous ont expliqué. En fait, c'est une des opérations les plus douloureuses, mais qui guérit mieux qu'un autre type qu'elle aurait pu avoir. Puis c'est ça, elle souffrait énormément et ils lui donnaient de la morphine aux 15 minutes, mais vraiment des petites doses. Et on les suppliait de pouvoir lui donner quelque chose de plus fort qui allait la soulager. Mais en fait, ils nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas lui donner quelque chose de plus fort, monter vraiment les doses rapidement parce que à cause de l'opération qu'elle avait eue au cœur, qu'il y avait des risques que son cœur arrête de battre. Donc, ils ne pouvaient pas prendre le risque. Donc, ils avaient un protocole et pendant plusieurs heures, ils ont essayé de suivre le protocole. Mais nous, on était en larmes, on les suppliait de faire quelque chose pour que finalement, ils décident de changer le protocole. Dans le fond, ils lui ont donné des antidouleurs, des anti-inflammatoires, des calmants. Ils augmentaient les doses jusqu'au point où il était presque minuit quand elle a commencé à avoir un soulagement puis qu'elle a commencé à se calmer. Puis on nous avait expliqué avant l'opération que le drain qu'elle avait dans le thorax, qu'ils devaient le garder 48 heures après l'opération pour drainer le sang et des liquides, mais aussi à cause d'une complication qui est très grave, mais qui est extrêmement rare. J'ai lu en ligne que c'était 0,4% de cas que ça arrive, mais qui était asymptomatique, puis que la seule façon qu'ils pouvaient le voir assez rapidement, c'était à travers ce drain. Puis le lendemain, après-midi, parce qu'aux soins intensifs, c'est une équipe de docteurs qui viennent tous les jours faire une réunion pour voir les patients. Donc, un des docteurs me dit que finalement,
le drain, tout était beau, donc il considérait enlever le drain ce soir-là, donc 24 heures après l'opération. Et elle voit de mon regard que je n'étais pas vraiment d'accord parce que j'ai dit, mais le drain, ils sont supposés le garder, on nous a dit 48 heures. Elle m'explique que oui, c'est le standard, mais qu'il y aura... que tout était vraiment beau avec le drain, puis qu'il ne voyait pas nécessairement l'utilité. Elle me dit spécifiquement que, en fait, le drain, il garde 48 heures à cause d'une complication, cette complication, mais que c'est tellement rare que c'est hypothétique. Mais elle voit que je n'étais pas vraiment d'accord, donc elle me dit, mais il n'y a pas de problème, au pire, on va voir avec l'équipe et peut-être même on va le faire demain comme prévu. Donc, il quitte, tout est correct, Yara commence à, tu sais, elle sent un peu mieux et tout. Là, elle est à jeun depuis quand même presque 48 heures, ouais, puisqu'elle était à jeun depuis la veille de l'opération. Puis le soir, Dudley arrive à l'hôpital parce qu'en fait, on changeait. Donc, moi, je faisais les jours, les soirées, Dudley, les jours et le début de la soirée, Dudley faisait le reste de la soirée et les nuits. Donc, Dudley arrive à l'hôpital et l'infirmière nous aide à lui faire un petit bain d'éponge, un petit nettoyage. Et tout de suite après le nettoyage, elle voit elle regarde le drain et tout de suite, je vois de son regard qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle sort appeler le docteur qui arrive tout de suite après. Puis le docteur prend des photos, elle est en contact avec les chirurgiens. Et nous, à ce moment-là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils ne nous disent rien spécifiquement. Ils font des analyses avec le liquide, mais on nous dit qu'ils soupçonnent qu'il y aura fait cette complication, justement, duquel on nous avait parlé. J'aimerais juste dire que le truc avec cette complication, c'est que si elle n'est pas détectée à temps, le taux de mortalité est de 50% des cas si elle n'est pas traitée à temps. Et la seule façon qu'ils ont pu voir qu'en fait, parce que finalement, ils nous ont confirmé qu'elle faisait cette complication, la seule façon qu'ils ont pu le voir, c'est parce qu'elle avait encore le drain. Donc, si le docteur qui nous avait dit, oh, peut-être on va lui enlever le drain, ils avaient enlevé le drain avant qu'on voit, que l'infirmière voit, ils ne l'auraient pas su. Donc, comme quoi que c'est vraiment Dieu qui protège les enfants parce que... Et des trucs comme ça, mine de rien, on en a eu beaucoup dans notre expérience, des trucs qu'ils auraient pu manquer, puis que, avec grâce à Dieu, qu'ils ont réussi à trouver à temps. Donc, finalement, on nous confirme qu'elle a cette complication. Et en fait, la complication, c'est pendant l'opération qu'il y aura eu au cœur, les chirurgiens ont endommagé son canal thoracique par erreur. Et à cause de ça, il y a un liquide qui est en train de s'accumuler dans son thorax et qui sortait du drain. Donc, on nous explique que le protocole pour essayer de voir si le canal va se refermer par lui-même, c'est que l'enfant la personne soit complètement à jeun. Pas d'eau, pas de nourriture, rien. Donc, c'est ça qu'ils ont fait avec Yara. Mais il y avait des chances que si le protocole ne marche pas, qu'elle doit subir une deuxième opération majeure. Grâce à Dieu, encore une fois, le canal a fini par commencer à se refermer toute seule et le dommage n'était pas majeur. Donc, après quelques jours, ils ont fini par enlever le drain quand ils ont vu que le canal était en train de guérir toute seule. Mais elle devait être sur un régime strict. Donc, elle ne pouvait plus boire son lait, elle ne pouvait plus prendre 90% de ce qu'elle mangeait, elle ne pouvait plus le manger, pas de gras, rien. Donc, elle a dû avoir une sonde nasale avec un liquide spécial, avec un produit spécial qu'on préparait pour lui donner dans sa sonde. Donc, elle a dû garder sa sonde pour 1 mois après l'opération. Et donc, on est parti à l'hôpital. Et moi, j'allaitais avant qu'on rentre à l'hôpital et j'ai dû complètement arrêter l'allaitement parce qu'elle ne pouvait plus boire de lait. Donc, après tout ça, on rentre à la maison. D'un côté, on est très soulagé parce que ça aurait pu être vraiment pire. Donc, on est très soulagé et reconnaissant que finalement, qu'on puisse rentrer à la maison avec notre fille. Mais de l'autre côté, c'était difficile parce qu'on rentre à l'hôpital avec un bébé qui a subi une opération cardiaque, donc qui a une grosse cicatrice. Elle a les effets, la douleur et tout, mais elle a également une sonde nasale, on a une pompe qu'on doit apprendre à utiliser. Donc c'était quand même assez spécial et assez intense. Puis on devait aller à l'hôpital tous les quelques jours pour faire des radios pour s'assurer que le liquide n'était pas en train de recommencer à s'accumuler dans le thorax. Donc ça a duré jusqu'au mois de mai.
Puis fin mai, ils ont enlevé, à un moment donné, au mois de mai, ils ont enlevé la sonde nasale et on était vraiment contents parce que c'est là qu'on a pu vraiment commencer à respirer, à souffler et c'est là que nous on s'est dit, bon, on a mis tout ce qui s'était passé avant, puis on a décidé de tourner la page, puis de commencer un nouveau chapitre avec notre fille et avec l'aide de Dieu. Donc, et aujourd'hui, un peu plus qu'un an après la naissance de Yara, on peut dire que Yara va beaucoup mieux. Et Dieu merci, elle va beaucoup mieux et elle grandit bien, elle se développe bien. Oui. Elle a repris du poids parce qu'elle avait perdu énormément de poids après son opération. Donc, elle a pu reprendre du poids. Puis c'est une petite fille tout à fait normale. C'est pour ça que j'étais contente qu'on lui enlève la sonde parce que quand on était dehors avec elle, on pouvait pas aller à beaucoup d'endroits, mais tu sais, je l'ai amenée au parc. Ouais, exactement. Ou quand on se promenait dehors avec elle, tu sais, on avait les regards. Il y a même un enfant au parc à un moment donné, dans la balançoire à côté, un petit garçon, un petit Italien, tout mignon. Mais tu sais, il a demandé à sa mère, comme bien fort à côté de nous, genre, oh, pourquoi elle a un tube dans le nez? Tu sais, c'est des affaires, je sais que les gens se posaient des questions, même des inconnus. Puis ces regards-là sont quand même difficiles à vivre. Donc on était vraiment contents quand elle avait pu la sonde, puis qu'elle a repris de poids. Puis aujourd'hui, elle se développe très bien, Dieu merci. Ouais, thank God. Et oui, ça va beaucoup mieux, même nous, moralement, mentalement, émotionnellement, ça va beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux, honnêtement. Là. Wow. Ouais, donc c'est l'histoire de la dernière année. Ouais. Je préférais vous donner les grandes lignes, puis vous expliquer un peu c'était quoi qui s'est passé. Mais à travers tout ça, il y a quand même l'aspect émotionnel. Honnêtement, moi, pour le reste, c'était vraiment difficile. J'ai dû même prendre un congé maladie. Parce qu'il fallait que je sois fort pour Rima, puis vice-versa aussi. Rima était très forte pour moi. Mais c'est quand même très difficile. Puis, comme Rima l'a dit, on avait des amis, on avait la famille qui nous supportait et tout. Puis, je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Vraiment, merci beaucoup pour tous les gens qui ont été là pour nous. Merci. Mais le fait de le vivre seul, sachant que les gens ne peuvent pas comprendre cette situation-là, it takes a toll on you. Genre, il y a une lourdeur par rapport à ça. Alors, ouais, c'est vraiment ça. Et moi, de mon côté, c'est sûr, j'ai fait beaucoup d'anxiété. J'ai pleuré beaucoup cette dernière année. On a perdu des nuits de sommeil. On peut même pas compter le nombre de nuits de sommeil qu'on a perdu à travers tout ça. Mais ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est le fait que c'était notre expérience en tant que nouveau parent. Donc, à un moment donné, je commençais à avoir du ressentiment par rapport à mon rôle de mère parce que j'associais le fait d'être mère, oui, à un amour qui est immense, mais également à une torture que je peux pas mettre en mots. Tu sais, ton cœur de maman, ton cœur de parent, le fait de voir ton enfant qui souffre, qui est pas bien et qu'il n'y a rien que toi tu peux faire physiquement pour lui enlever cette douleur. Et tu sais, tout parent, tu veux avoir un enfant, tu penses à avoir un enfant en santé, tu l'imagines, t'imagines comment ça va se passer, rentrer à la maison avec ton bébé. Et c'était pas notre expérience. Et j'ai dû faire le deuil de ça, accepter que c'était justement pas notre expérience, puis qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. Il fallait que j'arrête de m'accrocher à qu'est-ce que ça aurait dû être et vivre avec qu'est-ce que c'était. Et le truc que je suis vraiment fière de nous par rapport à ça, dans nos temps libres, je regarde les photos et les vidéos de la dernière année avec Yara. Et une chose qui m'a marquée quand même quand je regarde en arrière, c'est malgré tout ce qu'on vivait, dans nos vidéos, on souriait, on riait, on captait les moments importants de Yara. On a essayé de, je pense consciemment et inconsciemment, on a fait vraiment un effort pour ne pas laisser ce qu'on est en train de vivre nous voler notre expérience. Qu'est-ce qui nous restait de notre expérience en tant que parents et pouvoir vivre ces moments importants avec notre fille. Parce que la première année, c'est magique, c'est spécial et malgré tout ce qu'on a vécu, c'était très important pour nous de garder cette essence magique quand même
Et dans toutes les vidéos, même quand on est à l'hôpital avec Yara, tu sais, on rit, on parle, on chante, tu sais, on a ri beaucoup, tu sais, on a passé des beaux moments avec notre fille, puis on lui a donné autant d'amour qui était humainement possible de lui donner. Et ça, je suis fière de nous qu'on ne s'est pas laissé tirer vers le bas par rapport à ça. Ouais, puis je pense que ça a créé une très grande différence avec comment on a vécu cette situation-là, le fait de rester positif. C'est vrai, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a des moments où, comme, on est quand même humain, il y a des moments où tu t'effondres, mais on essaie d'y aller jour par jour, heure par heure, puis vraiment de se supporter puis de s'épauler beaucoup là-dedans. Et comme de l'a dit, pour de vrai, nos familles, vraiment, ils ont tellement été là pour nous, ils ont tellement prié pour nous, ils nous ont supportés de toutes les façons possibles. Nos amis aussi. Nos amis aussi, vraiment, les messages, les appels, les prières. La nourriture. La nourriture. Vraiment, on a senti qu'on avait des gens autour de nous à qui ça touchait beaucoup. Et ça nous a amené quand même du baume au cœur de savoir qu'il y avait des gens qui se souciaient du bien-être de notre enfant. Autant. Donc, on veut vous remercier. Donc, c'est ça. Voilà notre histoire, notre témoignage. J'espère que ça a pu aider des gens à se sentir moins seuls. C'est ça le plus important pour nous. Puis, je voulais juste finir en disant que ce qui nous a sauvés, nous et notre fille, à travers cette épreuve, c'est vraiment notre foi. Le fait qu'on s'est accroché à Dieu, qu'on a supplié Dieu matin, midi, soir, tous les jours, en disant, Dieu, nous, on va faire tout ce qu'on peut dans notre pouvoir pour aider notre fille, et tout le reste, on le remet entre tes mains, dans ta volonté. Et Dieu merci, il a entendu nos prières. Donc, on veut remercier Dieu et on veut juste vous laisser sur peut-être une dernière petite pensée que, tu sais, c'est un peu contradictoire, mais ce qui nous a permis de rester positif à travers tout ça, c'est la reconnaissance. C'est le fait de savoir que peu importe ce qu'on est en train de vivre, qu'il y a toujours pire. Tu sais, on est à l'hôpital, là. Il y a des parents dans des chambres à côté de nous aux soins intensifs ou à l'étage en haut qui vivaient des affaires encore plus difficiles que nous. Et il y a des parents qui quittent l'hôpital sans leurs enfants. Moi, c'est à ça que je pensais tout le temps. Il y a des parents qui quittent l'hôpital sans leurs enfants. Et Dieu merci, ce n'était pas notre cas. Donc, vraiment, le fait de rester reconnaissant, ça nous a beaucoup aidé. Et si vous vivez des affaires difficiles, je pense que c'est le truc sur quoi je vous laisserai. Ouais. Très bien dit. Ouais. Très bien dit. Bon, guys, c'est notre histoire. Maintenant, vous avez une petite idée de comment s'est passée notre dernière année. La raison pourquoi on ne pouvait pas filmer beaucoup et pourquoi on a arrêté de filmer complètement vers la fin. Exact. Alors, je vous dis déjà merci pour tout le soutien. Et on se revoit la prochaine fois pour une vidéo de qualité. Et n'oubliez pas de partager l'amour. Let's go. Bisous la famille. Bye.